Bonjour, Annie-Pierre Jonville-Béra, je suis médecin pharmacologue, responsable d'un centre de pharmacovigilance, et dans cette vidéo, je vais vous parler du risque d'interaction avec les contraceptifs. Alors, une interaction médicamenteuse, c'est la modification qualitative ou quantitative des effets d'un médicament par un autre médicament ou un autre produit, on verra tout à l'heure, ça peut être un aliment, une plante. Cette interaction va être cliniquement significative si elle entraîne une modification ou du bénéfice ou des risques des médicaments, et cette modification va entraîner sa prise en compte, donc une contre-indication de la prescription du médicament ou une adaptation posologique. On s'attache aujourd'hui à la gynécologie, à la contraception. Donc là, le risque d'interaction avec un contraceptif, ça va être un risque de grossesse non planifiée qui est important à prendre en compte. Le risque d'interaction, vous allez voir, et de diminution de l'efficacité des contraceptifs doit être connu des prescripteurs. Il doit être pris en compte pour la prescription de tout nouveau médicament chez une femme qui a une contraception, et ce même pour une durée brève, et quelle que soit la voie d'administration. Donc cette présentation a pour objectif de vous faire connaître les principaux mécanismes des interactions et vous faire connaître les principaux médicaments à risque avec les contraceptifs. Les interactions, c'est un problème important en termes de gynécologie pour la contraception. Une étude française, il y a quelques années, a travaillé sur 80 grossesses secondaires en interaction médicamenteuse. Et on s'est aperçu que l'âge médian de découverte de la grossesse était de 9 semaines d'aménorrhée, qu'un tiers de ces grossesses se soldaient par une IVG parce que la femme ne souhaitait pas cette grossesse, et que 60% des cas, l'interaction était due à un inducteur enzymatique. Donc la grossesse aurait été évitable si le médecin avait bien pris en compte le risque d'interaction. Cette étude a permis de mettre en évidence aussi deux situations à risque, les antiépileptiques, en particulier quand ils sont prescrits en dehors de l'épilepsie, et puis l'implant, qui est une méthode contraceptive pas forcément perçue comme hormonale par la patiente et qui n'indique pas forcément au médecin qui va lui prescrire un nouveau médicament. Quels contraceptifs sont en cause dans les interactions? Le risque d'inefficacité, il est souvent dû à une induction enzymatique, puisqu'il y a une grande sensibilité des œstrogènes, en particulier d'éthylèstradiol et de l'estradiol et des progestatifs, au métabolisme hépatique. Cette interaction va se traduire par une diminution de la concentration d'œstrogènes en progestatif qui va avoir une importance variable parce que pour certains médicaments, elle est à peu près de moitié, la diminution de la concentration. Pour d'autres, elle est seulement d'un tiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les contraceptifs transdermiques, par les patchs, par voie vaginale, les anneaux, ou par implant, et empruntent les mêmes voies métaboliques que les contraceptifs par voie oraux. Donc toutes ces interactions sont communes à la fois aux contraceptifs oraux et aux contraceptifs hormonaux administrés par d'autres voies. Le risque quand même d'interaction semble moindre avec la médroxyprogestérone intramusculaire et avec certains antirétroviraux et certains antiépileptiques. La diminution de l'efficacité contraceptive, elle va être majeure pour les œstroprogestatifs faiblement dosés et les microprogestatifs, et ce risque il va être plus faible avec les œstroprogestatifs normaux dosés ou la médroxyprogestérone. Quel type d'interaction? Il y a deux grands types d'interactions pharmacocinétiques. Les interactions pharmacodynamiques, on va additionner les effets des deux médicaments, que ce soit thérapeutiques ou indésirables, et les interactions pharmacocinétiques où un médicament va modifier la concentration de l'autre médicament. Tout d'abord, les interactions pharmacodynamiques, donc l'addition des effets indésirables des deux médicaments. En fait, les contraceptifs hormonaux vont être peu concernés. Il y a quelques rares exceptions. Si on prescrit un traitement antiviral par dazabuvir, onpatasvir ou paritaprévir, il va y avoir une interaction puisque ça va augmenter le risque d'hépatotoxicité de la contraception hormonale et les contraceptifs qui contiennent de l'éthylèstradiol seront contre-indiqués. Si on prescrit un médicament qui entraîne une hyperkaliémie, son association sera déconseillée avec la drospérinone qui augmente également la kaliémie. Enfin, pour les médicaments connus comme un risque thrombogène, comme certains neuroleptiques ou le thalidomide, en cas de contraception œstroprogestative, il faut prendre en compte le risque majoré d'accident thromboembolique. Deuxième type d'interaction, les interactions pharmacocinétiques. Un médicament modifie la cinétique de l'autre médicament, son absorption, sa distribution, son métabolisme ou son élimination, et ça va entraîner une diminution de la concentration, une augmentation de la concentration, donc des effets. Pour les contraceptifs hormonaux, il y a peu de modifications de l'absorption, seulement évidemment pour les contraceptifs hormonaux par voie orale, et c'est rare. Peu de modifications de la distribution de l'élimination. Par contre, le métabolisme hépatique est un problème majeur, car les œstrogènes et les progestatifs ont un métabolisme hépatique et un index thérapeutique étroit. Les contraceptifs hormonaux sont donc très sensibles à l'induction enzymatique, et le risque majeur, c'est de diminuer leur efficacité et de voir apparaître une grossesse chez une femme qui avait une contraception.
Les contraceptifs hormonaux peuvent également exceptionnellement modifier la concentration d'autres médicaments et leurs effets. L'absorption, on a vu que c'était très exceptionnel et le seul médicament à risque en cas d'association à un œstrogène progestatif, c'est le charbon. Certains médicaments qui induisent des vomissements, une diarrhée sévère et les médicaments qui vont augmenter la motilité intestinale comme certains antiémétiques. Donc la recommandation est que pour les médicaments qui contiennent du charbon, on va demander de les prendre à distance, plus de 2 heures avant ou après la prise du contraceptif oral. Et en cas de vomissement ou de diarrhée, que ce soit induit par un médicament ou dans d'autres circonstances comme une gastroentérite, si la diarrhée est importante et survient dans les 4 heures qui suivent la prise de contraceptif, on va conseiller de reprendre le contraceptif, le comprimé, si possible identique au précédent. Évidemment, c'est toujours pour les contraceptifs oraux. Le métabolisme hépatique, on en a largement parlé. Il y a un grand métabolisme hépatique qui dépend du cytochrome P450, le plus souvent le 3 à 4. Les médicaments qui vont être inducteurs vont augmenter l'activité de ces cytochromes, augmenter la dégradation de l'éthylènestradiol et éventuellement du progestatif, qui va se traduire en clinique soit par un simple spotting, soit par une perte, voire une disparition de l'effet contraceptif. Il faut savoir que cet effet inducteur enzymatique il va apparaître progressivement quand on va ajouter de nouveaux médicaments, avec un maximum en 10 à 15 jours, mais qui va aussi disparaître progressivement quand on va arrêter le médicament inducteur. Les principaux inducteurs enzymatiques sont certains antiépileptiques, en particulier les anciens, la carbamazépine, la phosphénitoïne, le phénobarbital, certains antituberculeux, en particulier la rifampicine et la rifabutine, certains antirétroviraux et d'autres médicaments que je vous laisse découvrir sur la diapositive, chrysophiline, modafinil, vemurafenib, qui sont moins utilisés, des anticancéreux ou des antiémétiques. Donc la recommandation, si on prescrit un inducteur enzymatique, même pour une courte période, même pour 2 jours, il y a un risque d'inefficacité du contraceptif hormonal et ce, quelle que soit la voie. Donc s'il y a une contraception hormonale en cours et qu'on débute un inducteur enzymatique pour une période courte, on va ajouter une autre contraception de type mécanique, une méthode barrière pendant le traitement par inducteur et pendant le mois qui suit son arrêt pour être sûr de l'efficacité contraceptive. Par contre, si on doit débuter un traitement par inducteur enzymatique pour une longue durée, on doit choisir une autre méthode de contraception non hormonale. Je ne détaillerai pas le tableau des interactions qui reprend les interactions qui figurent sur le livret de la NSM avec la conduite à tenir et c'est les médicaments avec le niveau de risque que j'ai présenté tout à l'heure. L'inhibition enzymatique, là c'est le contraire, on va ajouter un médicament qui va diminuer l'activité des enzymes et des cytochromes P450, donc on va ralentir l'élimination des œstrogènes et des progestatifs. Au contraire de l'effet inducteur, l'effet inhibiteur est rapide, se met tout de suite en place et disparaît aussi rapidement. Le seul risque est l'augmentation des effets indésirables dose dépendants des œstrogènes, qui sont les événements thromboemboliques. Les médicaments inhibiteurs enzymatiques sont peu nombreux, c'est surtout un INS, l'étoricoxib, la torvastatine, qui est une statine, des antifongiques azolés et le bocéprévir, qui est un antiviral. Ces médicaments vont augmenter la concentration en œstrogène. En cas de prescription d'un de ces médicaments, la recommandation est de prendre en compte le risque d'augmentation de la concentration en éthylènestradiol, en particulier chez les patients qui ont une contraception déjà fortement dosée, 50 gamma, qui n'est plus commercialisée en France. Effet des contraceptifs sur les autres médicaments, il y a un médicament qui est important à retenir, c'est la lamotrigine, qui est un antiépileptique, puisque lorsqu'on va débuter une contraception hormonale, la concentration de la lamotrigine va diminuer. Et donc, il y a un risque de récurrence d'épilepsie si la lamotrigine est prescrite pour une épilepsie. Donc, si la contraception hormonale est débutée avant la lamotrigine, en général, la patiente va nécessiter une posologie plus élevée. Mais si on arrête la contraception hormonale, il faudra réduire la posologie de la lamotrigine. La recommandation est d'éviter de débuter donc une contraception hormonale quelle qu'elle soit pendant la période d'ajustement posologique de la lamotrigine et toute modification, une introduction, un changement, un arrêt de la contraception hormonale devra s'accompagner d'une adaptation de la dose de la lamotrigine en collaboration avec le neurologue. Un mot sur l'interaction avec l'ulipristal, la contraception d'urgence, puisque ce médicament a des effets inhibiteurs sur les récepteurs à la progestérone. On sait que son efficacité est diminuée si on reprend un contraceptif hormonal moins de 5 jours après la prise du lipristal. Il faut donc utiliser une contraception additionnelle de type mécanique pendant les 12 jours qui suivent la dernière prise de l'ulipristal. Enfin, les médicaments à marge thérapeutique étroite et à métabolisme hépatique très important et qui sont en particulier les immunosuppresseurs, il est toujours préconisé de surveiller la concentration même s'il n'y a pas de recommandation formelle. 2 mots sur les interactions avec les autres produits, comme les aliments, la phytothérapie. En fait, il y a 2 produits pour lesquels le risque d'interaction est démontré à ce jour. Le millepertuis,
qui est une plante commercialisée sous forme de médicaments, mais aussi de compléments alimentaires qu'on peut facilement acheter sur Internet, qui a des vertus antidépressives, qui a un puissant effet inducteur enzymatique et qui va entraîner une diminution très importante de concentration en éthylyostradiol et en progestérone. Donc son association est contre-indiquée. C'est la seule contre-indication, et qu'il faut informer les femmes de ne pas prendre de plantes ou de dérivés à base de millepertuis. Le jus de pamplemousse, c'est plus à la marge, c'est plutôt l'effet inhibiteur enzymatique, donc une prise de jus de pamplemousse en très grande quantité, s'il est très concentré, pourrait augmenter la concentration en éthylyostradiol et les effets indésirables qui lui sont associés. Un mot sur les dispositifs intra-utérins. Pour les dispositifs qui ont un progestatif associé, il n'a jamais été démontré de diminution de l'efficacité quand on associe un inducteur enzymatique. Et pour les DIU au cuivre, il y a maintenant plusieurs études disponibles qui confirment qu'on peut prescrire un INS pour une durée courte ou une durée longue, ou un corticoïde chez une patiente qui a un DIU au cuivre. Il n'y a pas de risque de diminution de l'efficacité. La contraception d'urgence, si on utilise le lévonorgestrel, si la femme est traitée par un inducteur enzymatique ou a pris un inducteur enzymatique dans les 4 dernières semaines, on a un risque de diminution de l'efficacité du lévonorgestrel et de la contraception d'urgence. Donc, dans cette situation, soit on prend une méthode non hormonale, le DIU, soit on donne une double dose de lévonorgestrel, comme le recommande la NSM. Pour l'ulipristal, il y a une diminution de l'efficacité si on reprend une contraception hormonale dans les 5 jours qui suivent la prise d'ulipristal. Donc la recommandation, c'est soit utiliser le lévonorgestrel, il n'y a pas d'interaction avec la contraception hormonale, soit utiliser une contraception hormonale mécanique additionnelle pendant les 12 jours qui suivent la prise de l'ulipristal. Toutes ces informations peuvent être facilement retrouvées sur le site de la NSM. En effet, les monographies des RCP sont en général longs, peu digestes. Les interactions ne sont pas graduées et pour les cliniciens, c'est difficile à utiliser. La NSM a un thésaurus qui, elle, est opposable. Elles sont identifiées par un groupe de travail de pharmacologues, de cliniciens. Des informations fiables et pragmatiques, mises à jour tous les ans et qui sont disponibles en ligne sur le site de la NSM. Pour mémoire, elles sont associées à 4 niveaux de contrainte. La contre-indication, qu'il ne faut jamais enfreindre, l'association des conseillers, la précaution d'emploi ou une association à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on peut associer les 2 médicaments sous couvert de suivre les recommandations. Pour conclure, il est important de prendre en compte le risque de diminution de l'efficacité contraceptive en cas d'interaction médicamenteuse, et ce pour tous les contraceptifs hormonaux, quelle que soit leur voie d'administration, et pour la prescription de tout médicament, même pour une durée brève. Il paraît aussi important de sensibiliser les patientes pour l'automédication, au risque d'interaction médicamenteuse, et bien entendu d'utiliser le thésaurus officiel de la NSM pour prendre en compte le risque d'interaction avec les contraceptifs.